Donc, pour ce petit webinaire sur la situation des oiseaux communs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce ne sera pas très long. J'ai mis de 18h à 19h30 pour nous laisser le temps de discuter enfin si vous avez si vous avez beaucoup de questions. Je vais essayer de vous présenter, en tout cas dans le cadre de ce webinaire, l'historique des programmes STOC et SHOC, aussi bien au niveau national qu'en région. Ce que sont les protocoles STOC et SHOC pour ceux qui ne sont pas contributeurs de ces programmes aujourd'hui. Cela vous permettra de les découvrir. On s'attardera à voir les grands principes de ces protocoles, la saisie des données récoltées par les contributeurs bénévoles et professionnels, l'analyse qui est faite de ces données, et puis on pourra passer aux résultats 2001-2021 pour la région, avec le résultat des contributions et les tendances pour les espèces qui sont suivies. Donc le programme STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, a été lancé en 1989 à l'échelle nationale et depuis 2001 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est le Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a assuré cette coordination en région. Et depuis moins longtemps que le suivi temporel des oiseaux communs, donc le STOC, le SHOC également, le suivi hivernal des oiseaux communs, a été lancé, lui, en 2014 et l'ancien suivi hivernal des oiseaux des champs. Donc deux volets deux protocoles qui permettent de suivre les oiseaux communs à deux périodes données. Je vais rentrer dans le détail un peu plus ensuite, mais qui sont du coup coordonnés par le Conservatoire d'espaces naturels et depuis leur lancement en région. Et depuis 2020, le CENPACA s'est allié à la LPO PACA pour la co-animation de ces programmes en région, notamment pour dynamiser l'implication bénévole dans le suivi de mailles sur la région et pour dynamiser la communication autour de ces programmes en région. Donc depuis 2001, au niveau national, le stock a connu 2893 carrés suivis et avec 2019 observateurs différents. Et pour le choc, en 2019, 306 carrés avaient été suivis par 267 observateurs différents. Donc une implication importante à l'échelle nationale, aussi bien de bénévoles principalement que de professionnels. Donc le principe de ces protocoles STOC et SHOC ont une base commune. C'est justement le choix d'une commune, généralement le lieu de résidence des contributeurs, dans lequel, dans un rayon de 10 km autour du centre de cette commune, on va choisir une maille de 2 km par 2 km de manière aléatoire. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas moi, contributeur du programme en région, qui vais choisir la maille. Je sélectionne aléatoirement, je fais un tirage aléatoire d'une maille de 2 km par 2 km dans un rayon de 10 km autour de la commune choisie. Donc, cela permet de ne pas orienter les prospections vers les zones les plus favorables à l'observation des oiseaux, mais de rendre homogènes les suivis, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Une fois cette maille tirée aléatoirement et choisie, dans le cadre du stock, donc du suivi temporel des oiseaux communs, qui se réalise principalement au printemps, le contributeur, donc l'observateur, va placer 10 points d'écoute sur sa maille, qui vont être espacés d'au moins 300 mètres entre eux, pour éviter les doubles comptages entre deux points d'écoute. Ces points vont être placés de manière à échantillonner un maximum d'habitats différents présents sur la maille de 2 km par 2 km. Donc, par exemple, si on a du milieu urbain, on va privilégier de placer au moins un point dans ce milieu-là, un milieu forestier également, un milieu ouvert ou semi-ouvert. Donc, on va essayer d'échantillonner un maximum des habitats présents de la maille. Les points d'écoute sont réalisés sur 3 passages par an. Un passage précoce au mois de mars, un autre en avril-mai et un autre en mai-juin. Donc ces points d'écoute sont réalisés durant 5 minutes, préférentiellement chaque année le même jour, selon les conditions de météo à plus ou moins 3 jours, par la même personne et dans le même ordre. Cela permet d'avoir une représentation correcte des cortèges entendus et vus, donc des oiseaux entendus et vus lors de ces points d'écoute chaque année de la même manière.
Il faut essayer de s'atteler à avoir la même météo, à avoir la même période, que ce soit comparable. Dans le cadre du choc, donc du suivi hivernal des oiseaux communs, on ne procède pas par point d'écoute, mais par transects d'observation et d'écoute. Ce sont 10 transects d'observation qui sont placés également sur la maille, des transects de 300 mètres, qui vont pouvoir être d'un seul tenant mis bout à bout ou en deux tronçons selon la configuration des accès de la maille. Et ils sont tous bout à bout et chaque transect, durant 10 minutes, va être parcouru en observation à vue des oiseaux ou à l'écoute. De la même manière que pour le stock, l'ensemble des habitats présents sur la maille doivent être échantillonnés de la manière la plus homogène possible. Et ce suivi fait l'objet de 2 passages par an, un en décembre et un en janvier. Lors des sessions de terrain, donc l'ensemble des oiseaux observés, entendus et notés sur des fiches de terrain, aussi bien pour le stock que pour le choc. Donc, une fiche de terrain pour vos observations d'espèces, mais également un relevé des habitats échantillonnés dans le cadre des points d'écoute. Donc, chaque point d'écoute a un contexte d'habitat catégorisé selon des catégories présentes dans le protocole stock et choc, qu'il faut s'atteler à caractériser une fois par an, surtout s'il y a des modifications des habitats des points d'écoute, pour pouvoir attribuer à vos observations des caractéristiques d'habitat qui permettent de tirer des conclusions que je vous exposerai un peu plus tard. Donc des fiches de terrain qui vous permettent de relever et de faire vos observations et de les transmettre par écrit dans un premier temps, pour être ensuite saisies en ligne. Pour ces programmes stock et choc, qui reposent sur le tirage aléatoire d'une maille dans un rayon de 10 km autour d'une commune choisie, il existe également leur pendant de gestionnaire, puisque on peut développer ces suivis sur des protocoles stock et choc dits sites, donc où on va placer des points d'écoute ou des transects d'écoute sur des sites, par exemple en gestion par le Conservatoire d'espaces naturels ou d'autres gestionnaires. Là, sur ces sites, les points vont être plus ou moins nombreux. Ils ne vont pas forcément être au nombre de 10, mais ils vont surtout correspondre à la taille du site et aux possibilités de mise en place. Vous voyez, par exemple, sur ce site géré par le SENPACA, on a 6 points d'écoute qui sont placés parce que le site ne fait que 13 hectares, donc il est difficile de placer des points espacés de plus de 300 mètres. Mais de la même manière, on va essayer d'échantillonner un maximum des habitats présents sur le site. Et cela permet de suivre les tendances des oiseaux communs sur un site en particulier. Donc c'est vraiment une analyse des tendances et un suivi des tendances très local. Donc ces suivis stock et choc, que l'on appelle du coup stock site et choc site, vont être uniquement placés sur des sites et non tirés aléatoirement et placés sur des sites en gestion ou bien définis. J'en ai touché 2 mots il y a 2 minutes, mais la saisie de vos feuilles de relevé et de suivi sur le terrain, vous les saisissez ensuite en ligne sur des plateformes dédiées qui me permettent de récolter l'ensemble des données observées par l'ensemble des contributeurs pour les stocks et le choc. Alors jusqu'en 2021, des plateformes IRUS développées par le SENPACA pour la saisie des données stock et choc, ainsi que les modules stock et choc de FONPACA étaient disponibles. Aujourd'hui, à partir de ce choc 2021-2022, en accord avec la coordination nationale des programmes stock et choc, il a été décidé que la saisie se ferait directement en national sur les plateformes Vigiplume et Phone France. Cela afin de faciliter la remontée des données au niveau national pour que l'analyse nationale puisse être réalisée de manière plus fluide et que les contributions soient toutes sur la même plateforme et disponibles en temps réel au coordinateur régional notamment. Donc à partir du choc 2021-2022 et pour le stock 2022, la saisie des données récoltées sur le terrain se fera sur les bases de données nationales. Donc toutes les données récoltées sur le terrain, sur les mailles de suivi, sur les stocks et sur les sites peuvent être saisies en ligne
et ce qui me permet à moi, en tant que coordinateur, de récupérer l'ensemble des données à la fin de saison pour réaliser l'analyse de ces données. Donc, l'ensemble des données des contributeurs sont compilées. Un traitement de ces données est réalisé par mes soins pour pouvoir être sous un bon format utilisable par le script de traitement, donc algorithme qui permet de traiter l'ensemble des données développées par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc ce script de traitement permet d'analyser l'ensemble des données et de fournir les tendances pour l'ensemble des oiseaux communs inventoriés. Donc l'analyse repose en fait sur la somme des sommes de max de sommes de nombres. Donc ce n'est pas tous les nombres d'oiseaux et des espèces différentes et le nombre d'individus observés par espèce sur chaque site qui est traité, c'est la somme des sommes de max de sommes de nombres. Alors c'est un petit peu abrupt, mais en gros, c'est le maximum d'individus observés par espèce sur la même maille de suivi, en gros. Pour 2021, sur l'analyse régionale, j'avais 21 700 lignes de données disponibles pour les analyses du programme stock en région. L'analyse des tendances par espèce, elle repose sur une base et au moins 25 individus ont été recensés par an sur au moins 5 carrés pour que l'analyse de l'espèce et des tendances de l'espèce puisse être réalisée. Donc ça veut dire qu'il faut un certain nombre de données d'observation, donc un certain nombre de contributions qui ont observé la même espèce pour pouvoir réaliser l'analyse. Depuis la pandémie de Covid-19, nous avons décidé également de prendre en compte la variable passage, donc le nombre de passages réalisés sur les mailles, car les contributeurs, notamment dans le cadre des confinements, n'ont pas pu réaliser tous leurs passages stock, donc un au mois de mars, un au mois d'avril, un au mois de mai, du fait des confinements, notamment, en tout cas pour la première année. Et donc, chaque année également, certains contributeurs ne sont pas à même de réaliser tous leurs passages, ce qui peut influencer l'analyse des tendances d'évolution, de la dynamique des populations des oiseaux communs, dont l'analyse est faite dans le cadre de ce programme. Donc, la variable passage, donc s'il n'y a qu'un passage qui a été réalisé, 2 passages ou l'ensemble des passages, est désormais prise en compte depuis 2020, ce qui a permis d'affiner l'analyse des données. L'analyse des données stock site et choc site est réalisée à part, puisque la mise en place de ces suivis ne fait pas l'objet d'un tirage aléatoire. Donc les données ne peuvent pas être compilées avec les données de tirage de mailles, de carrés, de suivi aléatoire. Au-delà de l'analyse par espèce réalisée pour en tirer des tendances pour chaque espèce, il y a des indicateurs de biodiversité qui ont été élaborés pour pouvoir analyser la tendance par milieu, par habitat. Donc certaines espèces ont été sélectionnées comme représentatives de certains grands ensembles de milieux, les milieux forestiers, milieux agricoles, milieux bâtis et les généralistes. Donc certaines espèces qui sont considérées comme représentatives, on retrouve le bouvreuil pivoine pour les milieux forestiers, le pouillot de Bonilly ou encore le rouge-gorge familier. Les milieux agricoles, on va retrouver l'alouette lulu, le coche vissupé, le faucon cresserelle. Milieu battu également, le chardonneret élégant, le rouge-queue noir, et dans les généralistes, des espèces qu'on va retrouver un peu partout, le toad pivert, le pinson des arbres, Hippolaïs polyglotte. Les espèces que vous voyez en gris, avec un petit astérix, c'est parce que ces espèces sont très peu représentées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, prises en compte au niveau national pour ces indicateurs de biodiversité, mais écartées de l'analyse régionale puisque non représentatives de l'occupation de ces espèces dans notre région. Donc, ce sont des espèces qui sont peu communes de notre région, qui sont écartées de ces indicateurs de biodiversité. Et ces espèces compilées sous des milieux nous permettent de tirer des tendances d'évolution de ces grands ensembles de milieux que je vais vous exposer dans les résultats tout juste après. Et si on se lance dans les résultats 2001-2021 pour le programme stock en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au niveau de la
participation, que je vous expose sur le graphique présent à l'écran. On a, comme vous pouvez l'observer, une forte contribution dans les premières années du programme dans la région, donc jusqu'en un pic en 2007, puisque le vert foncé représente les stocks EPS, donc les stocks classiques tirage aléatoire, et le vert clair, les stocks sites. En 2007, on voit une forte contribution, donc un nombre de carrés suivis important, au nombre de 57, qui tend à décliner jusqu'en 2018, avec une baisse des contributions bénévoles. Les stocks sites, eux, restent relativement stables et vont même croître jusqu'en 2014, jusqu'en 2012, pardon, pour rester stabilisés autour d'une vingtaine de sites suivis ensuite. Donc une contribution qui a été très importante au début, avec un déclin progressif au fur et à mesure, et une pente plutôt positive à partir de 2019, où on a pu relancer le programme et où les contributions se sont un peu améliorées, davantage de carrés qui ont été soit repris d'anciens carrés abandonnés, soit de nouveaux carrés suivis. Pour la répartition au niveau départemental, donc on a surtout deux grands vainqueurs au niveau des départements, les Bouches-du-Rhône et le Var, en nombre de carrés de stock suivis depuis 2001. Ce ne sont pas les données de 2021, mais ce sont les données depuis 2001. Donc 32 carrés suivis dans le Var au moins une fois, et dans les Bouches-du-Rhône, 38. Assez comparable pour les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, autour de 16 ou 15 carrés de stock qui ont été suivis. Les stocks sites sont davantage présents dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et pour faire le lien avec l'importance de relever les habitats des points d'écoute qui sont suivis, ou les transects qui sont réalisés dans le cadre du choc, les habitats relevés sur ces points d'écoute et ces transects doivent être comparés à l'occupation du sol, donc à l'occupation de 2006 l'occupation du sol de 2006 de notre région. Donc les zones boisées, zones agricoles, végétation arbustive ou herbacée, zones urbanisées, peu ou pas de végétation ou plans ou cours d'eau. Donc la comparaison entre les habitats suivis dans le cadre du stock et l'occupation du sol est importante. Ça nous permet d'évaluer la représentativité des habitats dans le suivi. On pourrait par exemple avoir que des zones, vu que c'est du tirage aléatoire, que des zones boisées qui sont suivies, et donc on aurait une mauvaise représentation des cortèges d'oiseaux que l'on peut retrouver dans les différents habitats de d'autres régions. Donc il est important de relever ces habitats pour pouvoir comparer, et on a une bonne représentation des grands ensembles d'habitats de notre région, puisqu'on est relativement proche en termes d'habitats relevés dans le cadre des suivis stocks de la réelle occupation du sol de notre région. Et voici à quoi ressemble la répartition des carrés suivis dans le cadre du stock EPS depuis 2001. En vert, j'espère que vous voyez bien, normalement sur l'écran ça devrait apparaître correctement. En vert, les carrés qui ont été au moins suivis une fois depuis 2001. Et en orange, les carrés qui ont été effectivement suivis en 2021. Donc on a certains carrés effectivement qui ne sont plus suivis, ce qui est normal, hein. On parle de plusieurs années de suivi pour certains, et certains ont fait l'objet de plusieurs années de suivi et ont été abandonnés récemment, ou il y a plus d'une dizaine d'années. Mais en tout cas, cette année, en 2021, les carrés suivis sont répartis de la sorte, donc de manière assez homogène, à part pour deux départements, le 0,5 et le 0,4, qui sont un peu moins fréquentés par les suivis stock. Pour les suivis stock sites, donc adaptés au site, on a surtout une représentation de ces suivis en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, notamment avec la réserve nationale de l'Accro, et quelques sites dans le Var également, qui sont suivis en 2021, principalement dans les Bouches-du-Rhône. Ces stock sites, c'est par exemple la réserve de Daluis, dont la gestion est assurée notamment par la LPO PACA pour les Alpes-Maritimes, et un site en gestion notamment du CNPACA, le site de Cambarette sur la commune de Tours. Donc voilà, c'est des sites qui sont généralement gérés
protégés, soit des réserves, soit des sites en gestion, du conservatoire du littoral, de réserves ou du CNPACA. Donc des sites plus ou moins répartis en fonction de la possibilité de chaque gestionnaire de mettre en place ce type de protocole. Donc c'est pour cela que la représentation de ce type de suivi est pour l'instant assez faible selon les départements. Et pour avoir une idée également du nombre d'années de suivi que peuvent connaître certains carrés dans la région, on a certains carrés de suivi dont le suivi est assuré pour le stock depuis 20 ans, en 2021. Donc on a 2 carrés qui, depuis 20 ans, sont suivis par la même personne. Une autre depuis 19 ans, 3 autres depuis 18 ans. On a surtout de nombreux carrés qui sont suivis depuis 11 années et 7 années. Et on a également un pic de carrés suivis depuis seulement 1 an, notamment avec l'augmentation des contributions depuis les 2-3 dernières années. Donc c'est normal que l'on voit une évolution du nombre de carrés suivis depuis seulement 1 an, puisque ce sont tous les nouveaux contributeurs qui viennent s'ajouter à cette catégorie-là. On a tout de même des contributeurs qui sont là depuis très longtemps et qui connaissent parfaitement leur carré de suivi, qui l'assurent depuis désormais 2 décennies. Pour le choc, qui est beaucoup moins âgé et qui a été lancé en 2014, on a 17 contributeurs depuis 2015 en région. On a eu 9 contributeurs supplémentaires pour le choc 2020-2021, puisque comme le suivi est à cheval sur 2 années, décembre-janvier, c'est le dernier suivi date de 2020-2021. Donc 9 contributeurs supplémentaires avec 23 carrés qui sont suivis dans le cadre de ce suivi hivernal. Il faut savoir que les carrés stock peuvent faire l'objet, et même il est recommandé, de réaliser un suivi choc également sur ces mêmes carrés. Donc un contributeur qui réalise un suivi temporel des oiseaux communs peut réaliser un suivi hivernal des oiseaux communs sur son même carré. C'est même recommandé si vous souhaitez mettre en place les 2 protocoles. Vous pouvez également faire que le choc ou que le stock. Depuis 2001, plus de 260 espèces ont été contactées dans le cadre de ces suivis, 260 espèces différentes. 19 années ont été analysées en 2021 pour la production des tendances et l'évaluation des tendances pour chaque espèce, car les 2 premières années ne permettent pas, en termes de contribution, de pouvoir en tirer des conclusions et de pouvoir les intégrer aux analyses globales. Donc l'analyse se fait à partir de 2003 jusqu'en 2021. Ces analyses, et grâce aux critères d'inclusion des espèces dans l'analyse globale, 116 espèces ont pu faire partie de l'analyse globale réalisée au niveau régional. Et on obtient du coup pour chaque espèce une tendance qui est dite significative si la valeur de la tendance qui est affichée par l'analyse est significativement différente d'une tendance stable. Donc si une espèce d'oiseau a toujours la même tendance, sa tendance ne sera pas significativement stable, il ne sera pas significativement différente d'une tendance stable. En revanche, si on a une augmentation importante du nombre d'individus pour l'espèce qui est observée, et que cette augmentation est significativement différente d'une tendance stable, on aura une espèce qui sera dite significative, et également une catégorie d'espèces valides, donc où l'occurrence médiane est supérieure ou égale à 14, donc ça veut dire que le nombre d'occurrences est supérieur à 14, et l'espèce est prise en compte dans l'analyse par groupe de milieux que j'ai pu exposer tout à l'heure. Donc l'espèce est prise en compte pour l'analyse par groupe comme indicateur de biodiversité à partir du moment où les occurrences médianes sont supérieures ou égales à 14. Ces catégories, je vais vous exposer juste après, de forte augmentation, d'augmentation modérée, d'espèces stables en déclin ou incertain, elles sont issues de la classification de l'European Bird Census Council qui établit ces 6 catégories. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces catégories, vous pouvez la consulter en ligne, en tout cas. Donc pour les analyses régionales, aucune espèce
analysés, et faisant partie de l'analyse, ne démontrent une forte augmentation, ne fait partie de la catégorie forte augmentation. On commence à avoir des espèces qui ont une significativité relevable à partir de la catégorie augmentation modérée. Donc cela veut dire que on a une tendance à l'augmentation modérée du nombre de l'abondance de ces espèces-là. Donc c'est vrai pour la fauvette à tête noire et la tourterelle turque. C'est en tout cas ce qui est ressorti des analyses régionales. On a un petit souci d'analyse sur le pouillot de Bonelli qui voit son pourcentage de variation exploser en positif, plus de 106%. Cela vient d'un petit souci de série de données du pouillot de Bonelli arrivé en 2020 qui sera corrigé pour le prochain bilan. En tout cas, pour la fauvette à tête noire et la tourterelle turque, ce sont les deux seules espèces dont la significativité de la tendance a pu être relevée. Et donc, on a une augmentation de 46% évaluée pour la fauvette à tête noire et de 90% pour la tourterelle turque. Donc, ces augmentations modérées, elles ont été observées parfois par les contributeurs, pour la tourterelle turque notamment, une espèce qui sait s'adapter assez facilement au milieu qu'elle colonise et qu'elle utilise et où les populations peuvent être importantes de manière locale notamment, ce qui est augmenter les occurrences de l'espèce et donc augmenter l'évaluation des tendances de ces populations. Quand on rentre dans le détail pour chaque espèce, par exemple, si on prend l'exemple de la fauvette à tête noire, on a une évaluation également de la tendance par espèce pour chaque année. Donc vous pouvez voir l'abondance brute observée dans le cadre des contributions pour chaque année, les occurrences et les variations de l'abondance qui est évaluée. Donc le panache bleu autour des points tout en bas, c'est l'écart type, donc les potentialités de plus ou moins l'évaluation de chaque tendance. Donc on voit que la fauvette à tête noire connaît des variations d'observation et des variations de tendance, avec une tendance à l'augmentation du nombre d'individus, augmentation de sa représentation depuis 2018. Pour les espèces dites stables, donc vous remarquerez que dans la colonne significatif, toutes ces espèces sont catégorisées en false. C'est normal, cela veut dire que leur tendance n'est pas significativement différente d'une tendance stable. Donc du coup, on a toutes ces espèces-là qui sont dites à tendance stable, donc où les variations ne sont pas sensiblement différentes d'une tendance stable. Donc cela veut dire que pour le bourgeoisie, le chardonneret élégant ou encore le pinson des arbres, la tendance, même si vous voyez que les pourcentages sont négatifs ou positifs, la tendance de ces espèces-là est relativement stable en région. Alors, il faut prendre ces analyses avec des pincettes, bien sûr, ça dépend de chaque année de chaque contribution et de l'analyse. On a, par exemple, la mésange huppée, effectivement, ce qui peut être ressenti sur le terrain, c'est une baisse du nombre d'observations. Et effectivement, on voit qu'il y a une variation plutôt négative, mais qui n'est pas significativement différente d'une tendance stable. Pour le pigeon ramier, que l'on peut considérer de plus en plus abondant, en tout cas dans les observations que l'on peut faire sur le terrain, on a une tendance qui est plutôt positive, autour de 32% positif. Donc, on n'est pas significativement différent d'une tendance stable, mais on a quand même une variation plutôt positive ou négative pour chaque espèce. Dans la catégorie de déclin modéré, on retrouve même quelques espèces et surtout quelques espèces qui sont dites très communes. C'est le cas notamment de la corneille noire, que l'on dit peut causer des dégâts, notamment aux cultures et qui est considérée nuisible dans certains secteurs. La corneille noire connaît en fait une tendance au déclin modéré, mais au déclin, avec un pourcentage de variation évalué à moins 47% sur la période 2003-2021, toujours en région. C'est également le cas du coucou gris qui, lui, voit encore plus une variation de la tendance de ces populations négatives avec moins 61%. L'hirondelle rustique également, de manière générale les hirondelles, mais sur l'hirondelle rustique, l'analyse a pu tirer des conclusions significatives avec moins 64%. Le martinet noir également, très présent dans nos villes, qui connaît un déclin de ces tendances de ces populations. La mésange bleue, considérée comme très commune, et également la mésange charbonnière. Donc des espèces qui sont dites communes, souvent observées, mais qui connaissent, quand on prend à l'échelle régionale,
un déclin significatif, dit modéré, mais significatif. On le voit par exemple sur la représentation des tendances de la corneille noire, avec une chute depuis les années, depuis 2011-2012, une régression de ces populations, avec potentiellement une réaugmentation à partir de 2020, mais qui doit être caractérisée par les années suivantes. On ne peut pas tirer de conclusion sur une augmentation d'une année sur l'autre. En fort déclin, une seule espèce s'est révélée significative de sa tendance, c'est le pivert. On connaît une variation de moins 73% de ces populations, donc la seule espèce dite en fort déclin, pourtant espèce dite commune, souvent observée, mais dans les contributions stock depuis 2001 et en tout cas dans le cas des années depuis 2003, on a une chute des observations du pivert importante. Donc on a, comme pour la corneille noire juste avant, une augmentation potentielle de 2020 à 2021, que je tenterai d'expliquer, d'apporter des éléments de réponse en fin de présentation. Mais en tout cas, depuis 2015, on voit une régression importante du pivert, donc en milieu forestier. En ce qui concerne les stock sites, l'analyse à réaliser sur ces tendances spécifiques est plus compliquée, puisque le nombre de sites suivis est beaucoup moins important que les carrés tirés aléatoirement. Donc il est difficile aujourd'hui de pouvoir tirer des conclusions aussi bien au niveau des espèces que des indicateurs de biodiversité. Mais on a deux espèces qui sont ressorties des analyses réalisées sur ce qui était disponible en termes de données. C'est le Pipit rousseline et le Rossignol philomèle qui auraient des tendances stables. Donc, pour les autres, en tout cas pour les autres catégories de forte augmentation modérée, incertain, déclin modéré, fort déclin, on n'a pas de données suffisantes pour pouvoir en tirer des conclusions sur certaines espèces. Dans les stock sites, donc les sites potentiellement gérés et protégés. Pour cela on essaie de faire une analyse de séparer les stock sites et des stock EPS, donc des carrés tirés aléatoirement, pour pouvoir comparer les zones dites protégées ou préservées ou gérées, dont les suivis sont assurés dans le cadre des stock sites, des carrés tirés aléatoirement qui sont plus représentatifs des vrais cortèges hors zone protégée généralement. Et pour revenir du coup sur les groupes de spécialisation, donc les indicateurs de biodiversité, donc les espèces prises en compte dans le cadre de chaque groupe vous a été exposé juste avant, vous le retrouverez dans le bilan. Et en tout cas, la prise en compte de ces espèces et leur représentation dans chaque groupe permet de tirer des conclusions de tendance pour chaque milieu. Donc la tendance des oiseaux dits généralistes, les milieux bâtis, les milieux forestiers, les milieux agricoles, ressort grâce à cette analyse-là. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'on a deux grands types d'habitats, les milieux bâtis et les milieux agricoles, qui connaissent une régression importante depuis 2003, depuis que l'analyse peut être réalisée en région PACA. Donc, la tendance des oiseaux qui utilisent ces milieux-là tend au déclin. C'est le cas également pour les milieux forestiers qui, à partir de 2019, semblent connaître une tendance inversée, tendance plutôt positive avec les milieux dits généralistes, donc les espèces généralistes. Il faut attendre quelques années pour pouvoir tirer des conclusions sur cette évolution et voir si elle est toujours aussi positive et si cette tendance s'inscrit dans la durée. On voit que pour les milieux forestiers, entre 2020 et 2021, on voit une courbe qui flanche de nouveau. Il va falloir attendre quelques années pour voir si cette tendance se maintient ou pas. Et en tout cas, on peut avoir une explication que je vais vous exposer uniquement en conclusion, une explication sur ces tendances. Et juste avant, on a donc pour les conclusions justement de cette analyse et de ces suivis en région, on a des contributions qui sont à la hausse depuis 2019, donc depuis qu'on a relancé l'appel à contributeurs et relancé le programme en région. Ce que l'on souhaiterait en perspective, en tout cas dans le cadre de ces programmes, c'est de développer d'autant plus les stock sites, notamment afin de pouvoir comparer les tendances observées et analyser sur les sites gérés et préservés par rapport aux carrés qui sont tirés aléatoirement et qui sont représentatifs de ce qui se passe réellement en région, hors zone protégée. Et pour justement revenir sur les tendances observées à la hausse de certains milieux et de certains indicateurs de biodiversité et certaines espèces qui ont pu connaître des tendances positives sur ces 3 dernières années, on a un effet de la pandémie
qui est certainement à l'origine de ces tendances observées pour tout un tas de raisons, notamment la tranquillité des espèces pendant les différents confinements, notamment celui le printanier de 2020 qui a certainement dû influencer les capacités de reproduction de ces espèces dites communes qui ont été observées davantage proches des habitations et qui ont vu les taux de reproduction potentiellement plus élevés, même si le déconfinement a eu un effet négatif sur cette augmentation, mais en tout cas un effet de la pandémie sur ces données-là, donc sur les capacités des espèces à mener une reproduction effective, mais aussi sur la capacité des contributeurs à entendre et observer ces oiseaux, pour ceux qui pouvaient sortir et qui ont pu réaliser leur stock normalement durant les confinements. La baisse du niveau sonore ambiant qui fait de l'absence de l'homme sur les routes en extérieur a influencé très certainement la capacité d'observation et d'écoute des contributeurs pour ces différentes espèces durant leur suivi. Donc, c'est une des données qui a pu influencer ces tendances observées, tendances positives. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre quelques années, dites normales, si la normalité est difficile à atteindre depuis plusieurs années pour pouvoir caractériser ces tendances observées aujourd'hui positives, pouvoir s'assurer que ces tendances se maintiennent sur le long terme. Globalement, on a tout de même une observation de déclin généralisé de nos espèces dites communes en région, quel que soit le milieu, quelle que soit l'espèce, à part pour certaines exceptions, comme la tourterelle turque ou la clavette à tête noire, qui ont davantage de capacité d'adaptation à l'utilisation des milieux, mais globalement, pour les espèces très communes, dites très communes, comme la corneille noire ou le pivert, on observe une régression de leur population en région, et globalement, une régression de tous les oiseaux communs dans les différents milieux. C'est également ce qui est observé au niveau national. Si vous consultez le bilan national du programme stock et choc pour la France métropolitaine, on a globalement les mêmes tendances qu'observées en région. Et les perspectives pour 2022 et au-delà, c'est le développement de l'implication et la mobilisation bénévole, parce que vous avez bien compris que ces programmes stock et choc reposent principalement sur l'implication des bénévoles et des contributeurs ornithologues capables d'observer, d'écouter et de relever la présence des espèces à vue et à l'ouïe est importante et essentielle pour pouvoir tirer des conclusions sur les tendances des oiseaux communs. Donc l'implication et mobilisation bénévole sont incontournables pour pouvoir continuer ce suivi et pour pouvoir continuer les analyses et le suivi des oiseaux communs en région PACA. Le bilan 2001-2021 des programmes stock et choc doit être disponible dès demain sur le site du Conservatoire d'espaces naturels et sera diffusé. Il est prêt. Je vous en fais une présentation en avant-première. Vous y retrouverez donc le détail de ce que je vous ai exposé durant le webinaire en format PDF, consultable et libre d'accès pour tous. Donc, vous pourrez retrouver toutes les tendances et tout ce que je vous ai exposé, notamment pour les espèces que je n'ai pas exposées dans le cadre de ce webinaire, dans le bilan 2001-2021 réalisé par le conservatoire. Et désormais, je vais pouvoir m'atteler à essayer de répondre aux questions qui doivent être nombreuses, je pense, durant la présentation. Donc, Naïli pensé m'avoir compilé l'ensemble des questions et va me les poser. Je vais les répéter et tenter d'y répondre. Naïli. Le format de nombre actuel de l'année à carte et de Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas le nombre de mailles disponibles en région PACA, mais en tout cas, on peut voir que les mailles de 2 km. Donc la question, c'est vrai que je n'ai pas répété la question. Combien de mailles suivies représentent, combien parmi les mailles disponibles en région PACA sont suivies? Quelle est la proportion? Alors certainement très faible, mais effectivement, je n'ai pas le nombre de mailles suivies. Le nombre de mailles disponibles en région PACA, il faut imaginer que ce sont des carrés de 2 km par 2 km qui sont sur l'intégralité de la région. Donc c'est une toute petite part, j'essaie de remettre la carte, une toute petite part des carrés disponibles qui sont suivis, bien sûr. Dans l'idéal, il en faut, si toute la région pouvait être couverte par tous les contributeurs,
il est certain qu'on aurait une représentation des espèces communes beaucoup plus importante. Ok, question de Georges. Que sont devenus les suivis faits avant 2001? Alors, que sont devenus les suivis faits avant 2001? Ils sont certainement partis en national. Les suivis avant 2001, s'ils étaient assurés au stock, dans le cadre d'un stock, si c'est la question, hein, s'il y a des contributeurs qui faisaient du stock avant 2001 dans la région PACA, ces données sont compilées au niveau national, puisqu'il n'y avait pas de coordination régionale avant 2001. Donc les données ne sont pas intégrées avant 2001, puisque le stock n'était pas lancé dans la région. Question de Lorraine. Est-ce que les données récoltées sur les plateformes de Fun PACA hors protocole sont aussi analysées en termes de flux? Alors, est-ce que les données hors protocole saisies sur FunPACA, notamment, sont prises en compte dans l'analyse d'effectifs? Non. On ne prend pas en compte les données d'observation ponctuelles et hors protocole, puisqu'on est obligé d'avoir un protocole standardisé pour pouvoir tirer des conclusions sur les tendances des oiseaux communs. Donc, seules les contributions réalisées dans le cadre du programme stock et selon les protocoles stock et choc qui sont établis et doivent être communs, sont analysées pour que les analyses soient pertinentes et que des conclusions puissent être en tirées. Question de Gilles. Le déclin des espèces forestières est contradictoire avec l'accroissement des surfaces forestières en PACA. Comment l'expliquer? Quelles espèces classées dans cette catégorie n'aiment pas en expliquer? Alors, pourquoi les espèces forestières voient un déclin alors que les zones boisées de notre région tendent à augmenter? Bonne question, Gilles, effectivement. On a globalement, je pense, une qualité des milieux forestiers qui est dégradée, où les espèces qui sont dans cette catégorie-là ne trouvent pas forcément ce dont elles ont besoin pour pouvoir développer leur population et maintenir une dynamique positive de leur population. La ressource en nourriture est également une des raisons potentielles du déclin observé sur les espèces dites forestières. Il y a tout un tas de raisons, même si le milieu, l'habitat disponible est de plus en plus disponible, justement. On ne s'affranchit pas des autres problèmes auxquels les espèces communes peuvent être confrontées, donc l'accès à la nourriture, l'accès aux sites de reproduction qui ne sont pas forcément disponibles, même dans des milieux forestiers et surtout des milieux forestiers jeunes. Un peu Daniel en disant que la question des surfaces forestières elle est corrélée à la maîtrise agricole. Voilà, donc comme Daniel a pu l'exposer, ce sont des forêts jeunes, même si le couvert forestier augmente, ce sont des couverts forestiers assez jeunes qui n'offrent pas, par exemple, d'arbres conséquents pour la reproduction du pivert, on en a parlé juste avant, ou une ressource en nourriture et une diversité d'essences forestières, notamment pour les espèces pionnières, on a surtout des pinèdes qui se mettent en place, surtout sur ces zones de déprise agricole, donc des forêts peu diversifiées et peu accueillantes pour les espèces de la catégorie des milieux forestiers qui sont prises en compte pour l'analyse. On est venu à bout des questions. Donc, normalement, nous avons pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Je vois Hervé qui dit que la voix de Naïmi est inaudible. C'est normal, j'ai essayé de répéter la question qu'elle me posait au début de ma réponse. Une dernière question de Philippe. Une analyse pour les espèces montagnardes est-elle possible, prévue? Alors, justement, pour les espèces montagnardes, pas forcément, mais c'est une idée que l'on pourrait retenir pour créer un nouvel indicateur, enfin, créer une nouvelle catégorie pour créer un milieu de montagne, une analyse pour les milieux de montagne. Il va falloir cependant qu'on ait davantage de suivi réalisé dans ces milieux-là. Parce que comme j'ai pu vous l'exposer, dans le 04-05, là où on va retrouver le plus de ces milieux, on a peu de contributions. Donc c'est vrai qu'il est difficile de pouvoir intégrer un tel milieu dans l'analyse. Ce que l'on souhaiterait mettre en place, notamment avec la LPO par contre, c'est un milieu méditerranéen. Donc un groupe d'espèces rattachées au milieu méditerranéen pour pouvoir évaluer les tendances associées vraiment à nos particularités de pourtour méditerranéen
et donc qui colle davantage à la représentation de la région et à la patrimonialité de notre région. Donc on essaiera pour l'analyse l'année prochaine de créer un groupe d'espèces indicatrices du milieu méditerranéen pour pouvoir analyser ce groupe aux côtés des milieux forestiers, agricoles, bâtis et des espèces générales. Alors, une question de Georges, as-tu des données sur les autres régions qui peuvent être différentes? Globalement, sur les autres régions et sur l'analyse qui en est faite, les tendances observées sont les mêmes. Un déclin généralisé, plus ou moins progressif, pour toutes les régions, pour les 4 groupes milieux forestiers, agricoles, bâtis et généralistes en tout cas. Pour chaque espèce, je saurais pas répondre, mais en tout cas pour les groupes et les tendances et les indicateurs de biodiversité, on est sensiblement plus ou moins, de manière plus ou moins importante dans le déclin, impacté de la même manière, surtout pour les milieux agricoles notamment. Et une question de Daniel, est-ce que l'on peut lancer des alertes pour ces espèces qui déclinent fortement? C'est ce que tente de faire chaque année le programme stock en national, ce que fait la coordination nationale. Nous, à l'échelle régionale, bien sûr, le bilan est là pour alerter chaque année de la situation des espèces dites communes. Donc, au final, on accorde beaucoup d'importance aux espèces qui sont davantage menacées, qui sont sur les listes rouges d'espèces plus haut dans les grades, en danger critique d'extinction ou vulnérables, où les catégories les plus hautes où des travaux de gestion et de préservation sont entrepris plus spécifiquement. Pour les oiseaux communs, on a exactement la même tendance au déclin, et cela concerne toutes les espèces que l'on est censé voir souvent et qui sont censées bien se porter. Donc l'alarme est tirée grâce à ces conclusions en région, mais également au niveau national. Alors, une question de Thibaut. Est-ce que le bilan a été fait uniquement à l'échelle régionale, par département, par grands ensembles biogéographiques, montagnes subalpines, préalpes, Basse-Provence, calcaire? Donc le bilan est fait uniquement à l'échelle régionale. Il n'y a pas d'analyse par département qui est réalisée, mais c'est une possibilité que l'on pourrait aussi envisager pour avoir une idée plus fine de l'évolution des espèces communes au niveau régional. Par grand ensemble biogéographique, également, ça pourrait être une possibilité, et on pourrait créer des groupes d'analyse spécifiques pour ces ensembles biogéographiques. Après, c'est un travail de programmation qu'il faut faire pour adapter le script d'analyse à ces modifications, ce qui est un script d'analyse qui a été développé par le Muséum d'histoire naturelle, donc qui est adapté et reproduit, mis en place par chaque contributeur, par chaque coordinateur au niveau régional et réalisé par la coordination nationale. Donc, c'est la même analyse qui est réalisée au niveau national. Mais on tend effectivement à essayer d'affiner nos analyses au niveau régional en fonction des possibilités qu'on a d'adapter ce script en fonction de la dotation que l'on veut en faire. Mais il est possible, oui, qu'on puisse affiner cela, notamment par département ou zone biogéographique. Notamment avec l'ajout d'un groupe milieu méditerranéen, déjà, on aura une spécificité régionale qui sera intéressante de traiter. Non, il y a Georges avant. Georges, si vous faites un milieu méditerranéen, il faut y inclure le Languedoc. On pourra en parler avec la coordination de la région Occitanie, désormais, pour que l'analyse soit également faite à leur échelle. Je ne sais pas si je pourrais récupérer et inclure les données de l'Occitanie pour y inclure les données de milieu méditerranéen, mais pourquoi pas. Là, ça va complexifier l'analyse, mais on discuterait avec la région Occitanie pour voir ce qu'il est possible de faire avec les contributions de la région pour pouvoir contribuer au milieu méditerranéen. Sur le Thomas, le coupe-bouger est en déclin marqué en région Occitanie et en Espagne, et c'est la même tendance en PACA. Alors la significativité des tendances du coupe-bouger était pas bonne pour pouvoir en tirer des conclusions, mais globalement, effectivement, il est également dans les catégories de déclin. Vous pourrez le retrouver dans le bilan du stock en 2001-2021. On observe son déclin, mais les observations sont tellement maigres et tellement peu nombreuses que la significativité de la tendance de cette espèce-là ne ressort pas. Peut-on déceler des différences, une question d'analyse, peut-on déceler des différences entre départements? L'analyse n'est pas faite au niveau départemental, donc je peux difficilement tirer des conclusions départementales, mais c'est une idée à creuser pour l'analyse
l'analyse 2001-2022 qui sera faite l'année prochaine. Donc, les données saisies quotidiennement sur Naturalis sont-elles totalement ignorées au dispositif des études de compilation ponctuelles? Alors, dans le cadre des analyses faites dans les programmes stock et choc, ces données-là ne sont pas prises en compte sur Naturalis. Par contre, c'est sur Naturalis que l'on risque d'avoir une application embarquée pour pouvoir contribuer au stock et au choc, donc avec une application qui permettra de saisir les données réalisées et compilées dans le cadre de ces protocoles uniquement, qui pourraient être mises en place. Par contre, les données saisies, les données naturalistes saisies sur les plateformes, même les données ponctuelles, sont utilisées dans le cadre peuvent être utilisées dans le cadre d'autres études. Donc toutes les données sont importantes, même hors cadre protocolaire. Par contre, ces données-là ne sont pas utilisées dans le cadre des analyses stock et choc. Gilles, pourquoi ne pas créer un groupe d'espèces des milieux rupestres? Sinon, comment classer les deux monticoles, hirondelles de rocher ou des espèces comme le chouca ou le rouge-queue noir abondantes en falaise? On va se heurter à une difficulté d'observation de ces espèces-là, ou une difficulté des données disponibles pour pouvoir créer ce groupe de milieux rupestres. Je peux le créer en y ajoutant des espèces qui s'y rattachent. Par contre, on risque de ne pas pouvoir évaluer la tendance de ce groupe par manque de données disponibles d'observation de ces espèces-là et de données d'occurrence. Donc c'est pour ça que même pour le milieu méditerranéen, on est confronté à la difficulté de choix des espèces qui font partie de ces milieux-là, parce qu'on a des espèces typiques méditerranéennes que l'on peut retrouver, qui seront caractéristiques de ce milieu-là, que l'on voudrait prendre en compte, mais qui ne pourront pas contribuer à l'analyse de ce milieu, à l'analyse de ce groupe d'espèces, parce qu'elles ne sont pas suffisamment observées et abondantes dans les données disponibles. Donc pour les milieux rupestres, on se heurte à la même problématique. Pierrot, l'impact du réchauffement monté en altitude, par exemple, est-il visible? Pas vraiment dans l'analyse du stock. En tout cas, on ne peut pas caractériser cette évolution. Il faudrait le faire à l'échelle de la maille, à l'échelle du carré suivi. Là, dans l'analyse qui est faite aujourd'hui, on ne peut pas l'observer, à part si on commence à faire une analyse par département, par exemple, on pourrait potentiellement en tirer ces conclusions-là. Mais l'intérêt aussi de suivre les carrés sur le très long terme, c'est que c'est une donnée très ponctuelle, enfin très localisée, avec un contexte biogéographique différent et permet de potentiellement mettre en lumière cette évolution-là. Une question de Thomas. Pour les espèces généralistes, peut-on imaginer des sous-tendances selon les milieux fréquentés, décroissance en milieu agricole et stabilité en milieu forestier? Serait-ce une explication pour le pivert? Des sous-tendances selon les milieux fréquentés, décroissance en milieu agricole et stabilité en milieu forestier. Je ne comprends pas trop la question. J'essaie de la reformuler dans ma tête pour essayer de la comprendre. Dans les espèces généralistes, normalement, on ne retrouve pas ces mêmes espèces ces espèces généralistes ne font pas partie des groupes, des espèces qui sont traitées dans les autres groupes. Par exemple, on ne retrouve pas le pivert dans les milieux forestiers, c'est un choix. On le considère comme généraliste, donc pouvant utiliser des milieux différents. Si la question est qu'on l'observe moins, même s'il est dans le groupe généraliste, on l'observe moins dans les milieux agricoles ou dans les milieux forestiers, je ne saurais pas répondre. C'est juste que le nombre d'observations de ces espèces dites généralistes. Alors, le pivert est abondant en milieu agricole dans le Vaucluse, où la pression anthropique est plus forte. Alors, il est peut-être abondant localement en milieu agricole dans le Vaucluse. Alors, le contexte du milieu agricole dans le Vaucluse est assez spécial. On a un contexte agricole différent que dans le contexte varois, par exemple, où on va avoir des étendues agricoles un peu plus restreintes que ce qu'on peut observer notamment dans le Var, donc on a des contextes un peu différents. C'est pas pour autant que le pivert est plus abondant. Alors, en observation ponctuelle, potentiellement, c'est ce qu'on peut ressentir, mais à l'échelle globale, des analyses qui sont faites et des données disponibles dans le cadre du stock, on a tout de même un déclin observé du pivert de manière générale et dans les données disponibles au niveau régional. Donc, on peut avoir des tendances, c'est comme la pie bavarde, hein, c'est exactement pareil, des tendances très locales qui peuvent être fortes, tendances positives, où on se dit qu'on en observe de plus en plus. Mais d'un point de vue global, on va avoir ces espèces-là qui connaissent un déclin, du coup un fort déclin pour le pivert, quand on prend de la hauteur et qu'on prend une hauteur régionale.
Gilles, n'est-il pas étrange de trouver l'accenteur mouché et l'hippolaïs polyglotte parmi les généralistes en région méditerranéenne? Alors, oui, ce sont des décisions qui ont été de garder ces espèces-là dans les espèces prises en compte dans les milieux, qui a été fait dans le cadre des analyses et en adéquation avec ce qui est fait au niveau national. Effectivement, les prises en compte des espèces dans chaque groupe peut être discutable. Pour certains secteurs, l'hippolaïs polyglotte ou l'accenteur mouché peuvent potentiellement être considérés comme généralistes en région et parfois dans d'autres secteurs pas du tout. En tout cas, c'est ces listes-là qui ont été retenues pour pouvoir être représentatives du milieu généraliste et aussi pour que cela puisse être comparable au niveau national, même si ça peut être difficile, enfin, ça peut être moins vrai pour notre région. Ok. Georges disait que le pivert était très rare dans l'Aude, en milieu agricole. Voilà, donc c'est des tendances qui peuvent être très locales, hein, comme j'ai pu l'exposer, mais qui globalement, pour le pivert par exemple, montrent un déclin prononcé. Voilà, donc on est arrivé au bout des questions. J'ai bien fait de donner 18h, 19h30, comme ça on avait de l'espace pour pouvoir, j'avais de l'espace pour pouvoir vous répondre. Je n'ai pas forcément la réponse à toutes vos questions, mais c'est intéressant pour moi aussi d'avoir vos retours des interrogations que vous pouvez avoir face au bilan qui est fait de ces programmes en région. Donc je m'attellerai à essayer de répondre à vos attentes en termes d'analyse notamment pour l'an prochain, avec possibilité d'affiner l'analyse au niveau départemental et la création de nouveaux groupes de milieux qui pourraient être envisagés. En tout cas, je vous invite à consulter le bilan du stock et du choc qui va être disponible du coup, dès demain sur le site du CNPACA, qui est disponible en téléchargement PDF, pour pouvoir avoir davantage de renseignements sur le protocole. Et je vous invite également, pour ceux qui ne sont pas contributeurs et qui sont capables d'assurer un suivi du stock ou du choc en région, de me solliciter pour la mise en place d'un suivi de votre propre suivi stock ou choc dans la région pour pouvoir contribuer au protocole. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Comment devenir contributeur? En me sollicitant, en vous renseignant sur les plateformes Vigiplume et sur le site du CNPACA, Vigiplume, Fun France, où les protocoles sont exposés. Vous me sollicitez par mail. Vous le trouverez sur le site du CNPACA notamment, pour pouvoir me solliciter et que l'on discute de votre contribution, que je puisse vous attribuer un carré de suivi. De rien, merci beaucoup à vous, à tous d'avoir participé. J'espère que cela vous a plu et que je pourrai réitérer l'expérience l'année prochaine pour vous exposer les résultats 2001-2022. Merci beaucoup et à très bientôt.